Bonjour, on va commencer, il est 14 heures. Et donc aujourd'hui je vais vous parler des symétries asymptotiques en électromagnétisme. Alors pourquoi considérer les symétries asymptotiques en électromagnétisme dans le cadre d'un cours où on parle de gravitation et du groupe de Bondy, Meitner-Sachs? Mais en fait, le même phénomène, à savoir l'apparition d'un groupe infini dimensionnel de symétrie, apparaît déjà en électromagnétisme. On s'est rendu compte récemment que la théorie de Maxwell, donc la théorie qui vous est sans doute à tous familière, était invariante pour un groupe de symétrie, mais de symétrie avec charge non nulle. Donc de symétrie, je vais caractériser ça plus précisément par la suite, infini dimensionnel. Et c'est donc le même phénomène que dans le cadre de la gravitation, mais c'est beaucoup plus simple, la théorie est linéaire, la théorie est sans doute aussi beaucoup plus familière, et donc dans ce contexte plus simple, je vais discuter un phénomène qui apparaît en gravitation également. Et donc le résultat qu'on va voir, c'est que la théorie est invariante on sait bien que la théorie de Maxwell est invariante pour transformation de jauge. Alors, en général, ces transformations de jauge, je suppose qu'elles décroissent à l'infini, mais on va voir qu'on peut autoriser des transformations de jauge dont le paramètre de jauge tend vers une fonction des angles à l'infini, que le formalisme reste bien défini dans ce cas-là, et que les charges correspondantes sont non nulles, et donc on va avoir des représentations non triviales de ce groupe de symétrie lorsqu'on passe à la théorie quantique, par exemple. Bien, donc ça c'est la motivation pour le cours d'aujourd'hui. Et la manière dont je vais aborder l'étude de ces symétries, c'est par le formalisme hamiltonien, parce qu'il existe dans le formalisme hamiltonien un lien très clair et direct entre symétrie d'un côté et générateur et charge de l'autre. Donc le théorème de Noether, en un sens, prend une formulation très claire et très simple dans ce cas-là, et permet également de discuter l'algèbre des générateurs à travers le crochet de Poisson des générateurs, etc. Donc la première chose que je vais faire, c'est parler du formalisme hamiltonien ou de la formulation hamiltonienne de la théorie de Maxwell. Et donc pour simplifier les choses au maximum, je vais prendre la théorie de Maxwell libre. Donc le point qui m'intéresse, c'est de mettre en évidence ces symétries. Donc je vais simplifier le contexte au maximum. Mais je vais quand même utiliser une formulation hamiltonienne qui permet justement de mettre bien toutes les symétries en évidence. Et donc c'est une formulation où je vais garder toutes les composantes du potentiel vecteur et leur moment conjugué. Donc puisque je suis en hamiltonien, donc je vais avoir un espace des phases, donc je vais avoir des Q et des P, qui dans le cadre du champ électromagnétique sont les composantes du potentiel vecteur, et donc l'action sous forme hamiltonienne va dépendre des composantes du potentiel vecteur. Alors je vais séparer les composantes spatiales. Donc je vous rappelle, les indices latins prennent les valeurs d'espace 1, 2, 3, et la composante temporelle du potentiel vecteur, qui aura aussi son propre moment conjugué. Et puis, dans l'espace des phases, il y a des contraintes. Les contraintes, c'est en fait que le moment conjugué à A0, et on comprendra pourquoi, est nul. Donc il y a une équation qui nous dit que les variables hamiltoniennes ne sont pas toutes indépendantes, mais elles doivent, pour les solutions des équations du mouvement, obéir à certaines contraintes. Alors une des contraintes, c'est que le moment conjugué au potentiel vecteur, à la composante temporelle du potentiel vecteur est nul. Et l'autre contrainte, c'est que la divergence
du moment conjugué aux composantes spatiales est égal à 0. Donc je vais appeler cet objet-ci G, parce qu'en fait, cette équation-ci, c'est la loi de Gauss. Donc c'est pour ça qu'on utilise en général la lettre G. Parce qu'on va voir que le moment conjugué au potentiel vecteur, c'est en fait le champ électrique. Et donc ceci me dit que la divergence du champ électrique est nulle. Alors s'il y avait des sources, ce serait la densité de charge électrique. Mais comme je vous ai dit, je vais prendre l'électromagnétisme dans sa formulation la plus simple, donc le champ électromagnétique libre. Alors, puisqu'il y a des contraintes, en fait, on va tenir compte de ces contraintes dans le formalisme hamiltonien à l'aide de multiplicateurs de Lagrange. Donc, je vais appeler le multiplicateur de Lagrange associé à la contrainte G psi, et le multiplicateur de Lagrange associé à pi 0 lambda. Et donc, l'action sous forme hamiltonienne va prendre... Oui, alors il y a des indices que je n'écris pas. Évidemment, ceux-ci sont des champs. Donc, AI, pi à 0, pi 0 dépendent explicitement des coordonnées d'espace et du temps. C'est des variables dynamiques. Donc, je n'indique pas les arguments, mais donc rappelons-nous que ce sont des champs. Alors, je vais avoir la partie cinétique standard en hamiltonien qui est PQ point, donc, qui me dit que pi est le moment conjugué à AI, pi 0 le moment conjugué à 0. Puis je vais avoir la densité hamiltonienne, que je vais appeler H ronde, et puis j'ai les contraintes qui apparaissent multipliées par leur multiplicateur de Lagrange. Donc je vais avoir psi g moins lambda pi 0. Donc tout est compris ici, sauf peut-être encore H que je dois donner. Donc H, c'est la densité hamiltonienne. Et en fait, ça va être la densité d'énergie. Alors la densité d'énergie, on sait ce que c'est un demi champ électrique au carré plus champ magnétique au carré. Donc c'est un demi pi i carré, puisque je vous ai dit, plus, alors le champ magnétique c'est FIJ. Donc ça c'est la densité d'énergie du champ électromagnétique, E carré plus B carré. Mais évidemment, quand on a des contraintes dans la formulation hamiltonienne, on a toujours le droit de redéfinir les fonctions par des termes qui sont proportionnels aux contraintes. Lorsque les contraintes sont nulles, ça ne change rien. Donc c'est une liberté qu'on a. Et il se fait que je vais choisir cette liberté pour des raisons qui apparaîtront clairement par la suite, mais donc que je n'explique pas tout maintenant. Je vais en fait prendre la loi de Gauss et je vais la multiplier par A0. Et je vais aussi prendre l'autre contrainte que je multiplie par AI. Donc je vais prendre comme densité hamiltonienne ceci. Donc ça diffère de la densité d'énergie standard, qu'on connaît bien, par des termes proportionnels aux contraintes. Donc c'est une redéfinition qu'on a le droit de faire. Alors, donc, je vais montrer que cette action-ci, hamiltonienne, est bien équivalente à l'action qu'on connaît de Maxwell, qui est donc S égale à moins un quart intégrale d4x f mu nu, f mu nu. Donc je vous rappelle, f mu nu, j'ai déjà utilisé la notation. F mu nu, c'est la dérivée extérieure du potentiel vecteur. Et donc les composantes 0, I, c'est le champ électrique. Les composantes purement spatiales, c'est le champ magnétique. Alors, donc, je vais vous montrer que cette action-ci, c'est réellement une réécriture de cette action de départ bien connue de Maxwell. Et pour ça, je dois faire un certain nombre de remarques. Tout d'abord, l'action que j'ai écrite ici est invariante de jauge. Donc, je prétends que si je transforme AI par le gradient d'une fonction, et à 0, je le transforme par une autre fonction, je ferai des commentaires là-dessus, que je ne touche pas au champ au PI, donc pi et pi 0, c'est invariant de jauge, enfin je vais quand même écrire, comme ça on a toutes les lois de transformation.
Et je dois vous donner donc les autres, je dois vous donner la loi de transformation de toutes les variables qui apparaissent dans l'action. Donc je prétends que si vous transformez delta psi comme epsilon point moins mu, donc ceci c'est la même chose que d0 de epsilon. Hein. D'ailleurs je l'avais, oui, j'ai déjà utilisé la notation là. Et puis delta lambda égale à mu point moins laplacien de epsilon, je prétends que l'action est invariante. Alors elle est invariante peut-être à des termes d'intégration par partie près. Donc à ce stade-ci, et ça va être l'objet du cours d'ailleurs d'aller au-delà, mais à ce stade-ci, on va supposer que epsilon et que mu, qui sont les paramètres décrivant, donc ce sont des fonctions arbitraires, je vais supposer qu'elles décroissent à l'infini suffisamment rapidement pour que j'ai le droit de faire toutes les intégrations par partie que j'ai envie de faire. Donc c'est des fonctions, et je prétends que quel que soit le choix de fonctions arbitraires epsilon et mu, modulo cette condition de décroissance, l'action est invariante pour ces transformations. Alors, je ne vais peut-être pas le vérifier explicitement, mais regardons par exemple ce qui va compenser la variation du terme cinétique. Vous voyez que le terme cinétique ici, ça va être ceci, pi 0. Donc ça c'est invariant. Donc la variation du terme cinétique, pi 0, et puis j'ai delta 0 qui est mu. Et donc, puisque c'est à 0, c'est mu point. Ben, vous voyez que la variation de lambda qui est proportionnelle à mu point va me donner exactement un terme qui compense ceci. Vous voyez aussi, mais il faudra intégrer par partie, que la variation de lambda, de psi, pardon, qui est proportionnelle à epsilon point, ça fait apparaître la loi de Gauss. Si j'intègre par partie ici, je vois apparaître également la divergence du champ électrique, et donc il va y avoir compensation. Donc je vous laisse vérifier, exercice, que sous ces transformations, l'action est invariante. Je viens juste de parler de termes cinétiques, voir ce qui compensait la variation des termes cinétiques. Bon, il y a des termes qui viennent ici aussi, qui vont varier parce que H, il y a une partie qui est strictement invariante de jauge, mais il y a une variation qui va venir de là, et on peut voir que ça va être compensé par les autres termes qui apparaissent dans la loi de transformation des multiplicateurs de Lagrange. Donc on voit apparaître une invariance de jauge. Et donc en raison de cette invariance de jauge, bon, l'invariance de jauge ici, donc, comme vous le savez, ça ne change pas la physique, donc la physique doit être invariante de jauge. Et donc un état physique va être spécifié par quoi? Ben, un état physique, donc une fonction, une observable, eh bien, ça va être puisque ça doit être invariante sous les shifts arbitraires de A0, ben, ça ne peut pas dépendre de A0, parce que sinon ça ne serait pas invariant. Donc ça doit être, on cherche les fonctions de l'espace des phases, donc des Q et des P, de AI, PI, A0, Pi0, qui sont invariantes pour ces transformations. Ça ne peut pas dépendre de A0 parce que A0, on peut lui donner n'importe quelle valeur. Bon, ça peut dépendre de pi0, mais ce n'est pas très intéressant parce que pi0 est nul par la contrainte. Donc en fait, on voit que la paire A0, pi0, elle n'apparaît pas dans les observables en raison de l'invariance de jauge. Et puis vous voyez que pour la partie spatiale, la partie longitudinale est pure jauge, seule la partie transverse est relevante. Et en effet, seule la partie transverse sera invariante sous ces transformations de jauge. Et comme le champ électrique est transverse lui aussi, on voit juste la paire transverse. Donc, les observables dépendent uniquement de la partie transverse. Ce qui est bien ce qu'on sait en électromagnétisme. Donc, on retrouve bien la notion d'invariance de jauge telle qu'on la connaît. Et je voudrais maintenant faire le lien, donc comme j'ai dit, avec l'action hamiltonienne standard, hein, pour que vous soyez convaincus qu'effectivement ceci est bien une description du premier ordre équivalente de l'électromagnétisme. Et donc pour faire ça, je vais utiliser l'invariance de jauge et une autre propriété qui est la suivante. Donc, en vertu de l'invariance de jauge, et en fait c'est ce qu'on fait très souvent pour se raccrocher à la formulation lagrangienne standard, donc f mu nu, je vais utiliser l'invariance de jauge sous mu pour imposer psi égale à 0. Donc on impose psi égale à 0.
qui est une condition de jauge. Donc je vais le faire maintenant uniquement pour la comparaison avec le formalisme lagrangien standard, mais par la suite, on gardera psi différent de 0. Donc, imposons cela. Donc, du coup, epsilon point est égal à mu, et vous voyez que la loi de transformation de A0 ressemble à des choses qu'on connaît, donc c'est D0 de epsilon. Donc ça se met sur le même pied que cela. Donc je vais imposer cette condition-là. Donc les transformations de jauge qui vont préserver cette condition alors prennent la forme habituelle. Ici on a une description étendue, pour reprendre la terminologie de Dirac. Donc ici en imposant ça, on repasse à la description, disons, plus standard, et on a ça. Alors une fois que vous avez imposé psi égale à 0, je prétends, et ça je vous laisse vérifier comme exercice, que les équations du mouvement obtenues en variant le principe, l'action par rapport à π0, à lambda et à pi, qui sont les nouvelles variables dans le formalisme du hamiltonien. Donc je prétends que si je varie l'action par rapport à ces variables-là, j'obtiens des équations que je peux résoudre pour ces variables, qui sont donc des variables auxiliaires, et en les éliminant, on retombe sur l'action f mu f mu. Donc on retombe sur l'action du deuxième ordre bien connue. Donc si vous variez l'action, ben, voyons ce qui se passe. Si j'extrémise l'action par rapport à π0, π0 apparaît ici, donc j'obtiens A.0. Alors π0 apparaît ici, mais il ne faut pas que je me trompe de signe, donc j'ai un signe moins, et moins ça fait plus, mais je vais intégrer par partie puisque j'extrémise, donc je vais obtenir plus... pardon, donc ce que j'avais dit, j'avais plus, j'intègre par partie, j'ai moins, donc moins di AI. Et puis j'ai un π0 qui apparaît ici, moins lambda égale à 0. Si j'extrémise l'action par rapport à lambda, ben j'obtiens juste π0 égale à 0. Et donc vous voyez que les équations obtenues en extrémisant par rapport à π0 et lambda me permettent de résoudre lambda et π0 en fonction du reste, à savoir π0 égale à 0, ça me donne π0, et lambda est égal à, en fait, sous forme covariante, lambda est égal à moins d mu à mu. Voilà, j'ai la signature de ma métrique, c'est moins plus plus plus, donc si je mets l'indice 0 au-dessus, ça a le même signe. Voilà. Et donc vous voyez qu'effectivement, on peut résoudre pour π0 et lambda en utilisant les équations du mouvement de π0 et lambda, et pour pi, si j'extrémise l'action par rapport à pi, j'obtiens A.i qui vient de là. Alors pi se trouve dans h, j'ai un demi pi carré, donc moins pi. Mais alors pi est aussi dans le terme ici en A0, g, donc je vais obtenir moins di à 0 est égal à 0. Donc effectivement, je peux résoudre par rapport à pi, et en fait c'est cette équation-là qui me dit que pi est le champ électrique. D0 à i moins di à 0. Et donc, alors ce que je dis, c'est que si maintenant vous injectez lambda π0 donné par ces équations et pi donné par cette équation dans l'action ici, vous retrouvez exactement l'action. Donc en fait, c'est la transformation de Legendre inverse. Vous retombez sur l'action du second ordre de Maxwell. Et donc on a une théorie, on a une description de la théorie qui est bien la théorie de Maxwell. Bien, alors par la suite, je ne vais pas imposer cette condition, donc on va garder psi. Et je vais
Par contre, je vais regarder ma formulation du premier ordre. Alors, remarquez aussi que la condition lambda égale à 0, donc si je décide d'imposer une condition de jauge, ce que je peux faire en choisissant mes paramètres de jauge de manière appropriée, si je fais lambda égale à 0, vous voyez que lambda égale à 0, c'est la condition de jauge de Lorentz. Donc gardons ça à l'esprit aussi. Alors, donc ça c'est la formulation hamiltonienne de l'électromagnétisme que je vais utiliser pour étudier les symétries globales. Donc c'est ça qui va m'intéresser. C'est au-delà des symétries de jauge, les symétries globales. Il y a peut-être des questions ici, à ce niveau-ci, donc n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des questions. Hein. Donc c'est une réécriture de l'action de Maxwell, mais qui mettra bien en évidence les symétries. Et je dirais, il n'y a pas beaucoup de choses, pas beaucoup de subtilité à ce niveau-ci. Il y a peut-être une chose qui est un peu curieuse, c'est qu'on a redéfini, on a pris une densité hamiltonienne qui n'est peut-être pas la plus naturelle, mais qui est permise, puisque la plus naturelle, c'est E. On a ajouté des termes proportionnels aux contraintes. On verra que ça simplifie les formules plus loin. Il n'y a rien de profond à ce niveau-ci pour le moment. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais faire une distinction introduire un concept important, qui est celui de symétrie de jauge. Donc ça, c'est... Alors, la terminologie est un peu bizarre, mais c'est la terminologie, soit propre, soit impropre. Donc je vais faire la distinction entre deux types de symétrie de jauge. Et pour faire la distinction, je vais utiliser une propriété que Dirac a mis en évidence lorsqu'il a étudié le formalisme hamiltonien des théories possédant une invariance de jauge, qui est le fait que ces contraintes qui apparaissent, donc ici pi0 et G, elles ont un double rôle. Elles jouent le rôle d'être des contraintes, de vous dire que les variables hamiltoniennes ne peuvent pas prendre n'importe quelle valeur. Elles sont soumises à ces équations. La divergence de pi doit être égale à 0, pi0 doit être égal à 0. Mais c'est aussi les générateurs des transformations de jauge. C'est-à-dire que si je prends par exemple la fonction, en quel sens? Si je considère l'objet suivant, donc la combinaison linéaire des contraintes, de la contrainte de Gauss des 3x, et que je calcule le crochet de Poisson de toutes les de AI par exemple, avec G de epsilon, en supposant d'abord que epsilon tend vers 0. Donc je vais supposer, tout le but du cours d'aujourd'hui, ça va être de regarder ce qui se passe quand epsilon ne tend pas vers 0. Mais comprenons d'abord ce qui se passe quand epsilon tend vers 0 suffisamment vite pour que le terme d'intégration par partie que je vais écrire puisse être soit effectivement égaux à 0, que je laisserai tomber. Donc ça, c'est quoi? C'est moins epsilon divergence du champ électrique. Et donc, si j'intègre par partie, c'est un terme de surface près, dk epsilon pi k d3x. Donc, il y a plus un terme de surface. Mais si epsilon tend vers 0 à l'infini, suffisamment vite, bon, le champ électrique va décroître comme 1 sur r carré, donc si epsilon tend vers 0 aussi à l'infini, ça va être nul, ceci. Donc c'est une réécriture correcte. On voit qu'alors le crochet de Poisson de AI avec cet objet-ci, puisque AI et pi sont conjugués, donc ça c'est un Q, ça c'est un P, donc vous voyez que c'est juste, probablement qu'il y a un signe plus d'ailleurs, puisque j'ai intégré par partie, c'est DI de epsilon. C'est-à-dire cette transformation-ci. Et si je calcule le crochet de Poisson des autres variables hamiltoniennes, hein, donc je regarde les P et les Q, les multiplicateurs de Lagrange ont une transformation qui contient les dérivées temporelles, donc c'est autre chose. Mais donc je regarde ces variables-ci. La seule variable qui se transforme avec epsilon, c'est AI. Et effectivement, la seule variable qui voit cette fonction-ci,
c'est AI parce que c'est conjugué à πk. Toutes les autres variables vont avoir un crochet de poisson nul avec g de epsilon. Et si maintenant je considère g que je vais appeler de mu, qui est l'intégrale de mu fois pi 0 des 3x, il est clair que si je calcule les crochets de poisson des variables hamiltoniennes avec ceci, je vais reproduire la partie en mu des transformations de jauge, puisque A0 est conjugué à pi 0. Et donc vous voyez que les contraintes, d'un point de vue hamiltonien, sont aussi les fonctions qui engendrent les transformations de jauge ici présentes. Et ça, c'est un principe général. Les contraintes, en tout cas, selon la terminologie de Dirac de première classe, donc qui sont liées qui apparaissent parce qu'il y a une dégénérescence du Lagrangien liée à une invariance de jauge, jouent toujours ce double rôle d'être à la fois des contraintes, mais aussi des générateurs des transformations de jauge. Mais vous voyez que j'ai été très prudent ici, notamment quand j'ai discuté cette contrainte-ci. J'ai dit, ceci c'est juste si epsilon tend vers 0 à l'infini, parce qu'en général, je vais ramasser un terme d'intégration par partie, qui va être le flux à l'infini de epsilon fois πk, peut-être avec un signe moins. Et c'est clair que si epsilon ne tend pas vers 0, ceci ne va pas être nul, et donc je n'ai pas le droit de le laisser tomber. Et donc dans ce cas-là, si on regarde le générateur d'une transformation de ce type-ci, mais avec un epsilon qui ne tend pas vers 0 à l'infini, on va voir qu'il faudra ajouter au terme proportionnel aux contraintes un terme de surface qui va en fait contrebalancer ce terme-ci. Mais du coup, le générateur correspondant ne va plus être nul. Vous voyez, le générateur, s'il est proportionnel aux contraintes, lorsque les contraintes sont satisfaites, il est nul. Bon, puisque les contraintes sont nulles quand elles sont satisfaites par définition. Et donc la seule chose qui reste, c'est un terme de surface. Quand les paramètres de jauge tendent vers 0 à l'infini, il ne faut pas ajouter de terme de surface. Quand ils tendent pas vers 0 à l'infini, il faut ajouter des termes de surface, et je vais être assez explicite là-dessus, puisque c'est l'objet du cours d'aujourd'hui. Et du coup, le générateur n'étant pas nul, il va avoir une action non triviale sur les états physiques, et on appelle les transformations de jauge correspondantes des symétries de jauge impropres. Donc on va appeler une symétrie de jauge propre une symétrie de jauge où les paramètres tendent vers 0 suffisamment vite à l'infini, de telle sorte que le générateur correspondant soit égal à 0, c'est-à-dire soit strictement proportionnel aux contraintes, sans terme de surface en plus. Et on va dire que la symétrie de jauge est impropre, et ça va être plus concret quand on va les construire explicitement, lorsque, en plus du terme proportionnel aux contraintes, on doit ajouter un terme de surface non nul, et donc le générateur se réduit à ce terme de surface quand les contraintes sont satisfaites. Alors, ceci va être tout à fait clair quand on va explicitement construire, mais j'annonce déjà la couleur. Donc, parmi les transformations de jauge, certaines de ces transformations-ci, en fait, lorsque epsilon et même lorsque mu ne tend pas vers 0 à l'infini, ont un effet non trivial sur les états physiques, et c'est précisément celles qui définissent les symétries asymptotiques non triviales de l'électromagnétisme. Mais pour arriver à cela, je dois développer un certain nombre de choses, et en particulier, puisque je vais étudier le comportement à l'infini, je vais devoir traiter des intégrales de surface, je vais donc devoir vous être un plus précis sur le comportement asymptotique des champs. Pour pouvoir travailler avec des intégrales de surface qui contiennent les champs, il faut savoir comment ils se comportent à l'infini, ces champs. Et donc ça, c'est le point 3. Conditions aux limites. Donc les conditions. Quelle est la décroissance des champs à l'infini? Alors, je rappelle, la semaine passée, j'ai parlé du champ scalaire. J'ai dit dans le cas du champ scalaire, on pouvait considérer des champs scalaires à support compact, mais ce n'était peut-être pas le plus intéressant, et on a regardé des champs à décroissance lente. Mais évidemment, dans le cas du champ électromagnétique,
Alors, je n'ai pas mis de source, mais supposons qu'il y ait des sources à l'intérieur. On sait que par la loi de Gauss, le flux du champ électrique ne peut pas être nul à l'infini. Et donc, nécessairement, on ne peut pas supposer que les champs sont un support compact si la charge électrique totale n'est pas nulle. Donc, on doit se donner des champs, des conditions limites qui incorporent le fait qu'on autorise des champs qui ne sont pas nuls en dehors d'un compact. Donc on va autoriser une décroissance à l'infini, mais qui est lente, disons. En fait, ce qu'on va demander, le champ électrique et le champ magnétique. Et le champ magnétique, on va demander, par la loi de Coulomb, on sait que le champ électrique, c'est en 1 sur R carré. Donc on va autoriser des champs en 1 sur R carré. Et donc le potentiel vecteur lui-même puisque le champ magnétique, c'est le rotationnel du champ potentiel vecteur, ça contient des dérivés, mais ça va être en 1 sur R. Donc ça, c'est ce qu'on aimerait inclure. Et en fait, c'est ce que, dans le cas du champ scalaire, on avait considéré. On avait considéré un champ scalaire phi qui se comportait en 1 sur R, avec un moment conjugué qui se comportait en 1 sur R carré. Donc, le champ électrique, c'est le moment conjugué au potentiel vecteur, donc c'est une situation très semblable. Mais on avait vu, la semaine passée, que ce n'était pas tout à fait satisfaisant, enfin que c'était un peu trop libéral d'autoriser une décroissance à l'infini de ce type psi, parce que ça ne rend pas, c'est une décroissance qui est telle que l'action ne sera en général pas finie, et qu'en particulier le terme cinétique va diverger logarithmiquement. Alors comment on voit ça? Je vous rappelle, comment on a vu ça. Si le champ va en 1 sur R, et que son moment conjugué va en 1 sur R carré, le produit ici va en 1 sur R cube. J'écris les choses en coordonnées cartésiennes. Il faut faire attention parce que les moments conjugués ont un poids de densité. Donc ici, j'écris les choses en... cette décroissance-ci, en 1 sur R carré, c'est en coordonnées cartésiennes. Donc on a quelque chose qui est en 1 sur R cube. Mais évidemment, les arguments que je donne ne dépendent pas des coordonnées. Mais pour fixer des idées, je suis bien obligé de supposer quelque chose. Donc je me mets en coordonnées cartésiennes, 1 sur R carré, 1 sur R, 1 sur R cube. Et j'intègre sur l'espace. L'espace va me donner du R carré dr. Donc je vais avoir une intégrale en dr sur R. Donc ceci va me donner une intégrale en dr sur R, et donc des termes qui vont diverger logarithmiquement. Donc si j'intègre sur R. Et donc on va avoir une action qui va être pour des configurations quelconques obéissant aux conditions limites, qui en général va diverger. On aimerait bien avoir une action qui soit finie pour toutes les configurations qu'on s'autorise, qu'elles satisfassent ou pas aux équations du mouvement. Et donc pour cela, je vous avais dit, dans le cas du champ scalaire, il faut mettre des conditions en plus, qui sont des conditions de parité, sur le premier terme dans le développement en puissance de 1 sur R. Donc ici, si j'écris phi égale phi bar plus des termes en 1 sur R carré, et j'écris pi est égal à pi bar sur R carré plus des termes en 1 sur R cube, pi bar et phi bar étant en fonction des angles. On avait vu que si on suppose que phi bar et pi bar sont de parité opposée, donc phi bar pair, pi bar impair, on va avoir intégré, ici il y a une intégrale sur R, mais il y a aussi une intégrale sur la sphère. On va avoir intégré sur la sphère une fonction, si j'ai pris une fonction impaire et une fonction paire sur la sphère. Alors quand je dis paire et impaire, c'est pourquoi? Pour quelle transformation? Donc pour ceux qui n'étaient pas là la semaine passée, c'est pour la transformation antipodale, donc qui envoie un point, donc c'est la réflexion centrale, qui envoie un point sur son opposé antipodal, du même diamètre. Donc si je suppose que, donc il est clair qu'une fonction qui est impaire pour cette transformation, quand je l'intègre sur la sphère, j'obtiens 0. Et donc l'idée, c'est qu'on va s'arranger pour que le coefficient
de la divergence logarithmique, donc qui va contenir aussi une intégrale sur les angles. Et donc la divergence logarithmique, elle va venir du produit de pi bar par phi bar point. On va s'arranger pour que ce soit impair. Et donc on prend une des deux fonctions impaires et l'autre fonction paire. Et naturellement, on prend les champs pairs et pi bar impair, mais on pourrait faire autre chose. Donc, on a le même problème dans le cas du champ électromagnétique. Et donc l'idée va être de résoudre cette difficulté en imposant le même type de conditions. On va imposer des conditions de parité sur le terme dominant des champs. Donc, si par exemple je fais le développement de AI, pour pi, donc j'ai dit on va supposer que c'est en 1 sur r carré. Donc le premier coefficient, je l'appelle toujours avec la même lettre et je mets une barre. Et donc c'est des fonctions des angles uniquement, hein, et ça va aussi dépendre du temps, selon les équations du mouvement. R carré plus O de 1 sur r cube. Ce qu'on a envie de dire, on dit on va imposer les mêmes conditions de parité, enfin on va imposer des conditions de parité, et le champ électrique, le champ coulombien, il est clairement impair. Et donc on va imposer que pi bar i de moins n, donc je vais appeler n la normale à la sphère, donc c'est une autre manière d'écrire les angles. Donc n c'est ni c'est xi sur r, et donc c'est une fonction, ça paramétrise les points sur la sphère. Hein. On va demander que pi bar i soit impair. Alors ça c'est vrai pour une source coulombienne. Si j'ai plusieurs sources coulombiennes, à l'ordre dominant, on aura toujours cette propriété, hein, puisque si une source qui n'est pas placée à l'origine, il y aura des corrections en 1 sur r cube. Celles-là n'auront pas de propriété de parité qui nous intéresse, mais l'ordre dominant sera toujours impair. Donc on va imposer ça. Maintenant, que va-t-on imposer sur AI? Bon, en fait, on doit faire attention parce que AI n'est pas un objet invariant de jauge. Et donc demander que A bar I, par exemple, soit, si on a demandé que ça c'était impair, soit pair, donc c'est ce qu'on aurait envie de faire a priori, enfin peut-être, se dire, au fond, là on va demander que ce soit pair. C'est peut-être un peu trop fort parce que ça fixe aussi la possibilité d'effectuer des transformations de jauge. Donc ce qu'on va demander, c'est que A bar I soit pair à une transformation de jauge près, de telle manière que le champ magnétique soit strictement, qui lui est invariant de jauge, soit impair comme le champ électrique. Mais si je demande que le champ magnétique est impair, la seule chose que je puis dire, c'est que son potentiel vecteur est pair à une transformation de jauge près. Donc ce qu'on va autoriser, c'est que ceci soit à une transformation de jauge près, qui va être du même ordre, hein, donc qui va dépendre des angles, donc de la normale en général. Donc quand je prends le gradient, c'est bien en 1 sur r. C'est ça qu'on va imposer. Invariance à une transformation de jauge près. De telle sorte que quand je calcule le champ magnétique, lui va être strictement... Bon, il y a un gradient, donc ça, d sur dxi est impair, hein, donc le champ magnétique va avoir les mêmes propriétés de parité que le champ électrique. Donc c'est ça qu'on va imposer. Et on va voir que c'est ça, en fait, qui fait tout. Alors, sans nuire à la généralité, si j'impose que ceci... donc il y a une partie paire. Vous voyez que si phi va avoir une partie paire, une partie impaire. La partie impaire de phi, quand je prends le gradient, ça donne du pair, et je peux toujours l'absorber là-dedans. Donc sans nuire à la généralité, je peux supposer que phi est pair.
D'accord? Bon, en principe, je pourrais prendre phi n'importe quoi, mais la partie, je peux toujours redéfinir AI de manière à absorber la partie impaire de phi. Parce que la partie impaire de phi, comme on prend un gradient, ça contribue de manière paire à AI, qui est ce que je peux redéfinir. D'accord? Voilà, donc ça, c'est en fait les conditions qu'on va imposer. Mais on va voir que ces conditions-là, qui ont l'air innocentes, mais le simple fait d'ajouter ça va nous enrichir très fortement les symétries asymptotiques et va nous donner un groupe infini dimensionnel de symétrie de jauge impropre. Donc là, je dois vous montrer comment on les construit. Alors pour montrer comment on les construit, oui, je dois compléter aussi mes conditions limites. Je dois vous dire comment A0 et pi0 se comportent. Bon, c'est moins critique. Pi0 étant nul par les... Oui, donc vous voyez, les conditions limites que je m'impose, et je l'ai implicitement utilisé, mais peut-être c'est bon de le formaliser, je vais évidemment imposer des conditions limites qui sont compatibles avec les solutions intéressantes de la théorie. Donc si bien sûr, je pourrais me dire, tiens, je vais imposer que pi décroisse comme 1 sur R5 et le potentiel vecteur comme 1 sur R4. Bon, c'est clair que du point de vue convergence, on est protégé, mais ça élimine malheureusement toutes les solutions intéressantes. Donc, les conditions limites, c'est toujours il y a un certain art qui est impliqué dans le choix des conditions limites. Il faut à la fois être suffisamment restrictif pour que les objets intéressants soient bien définis, les intégrales comme l'action, l'énergie, le générateur des transformations de Lorentz dont je vais parler dans un instant, que tout ça soit bien défini. Et comme c'est donné par des intégrales sur tout l'espace, il faut qu'il y ait des conditions de décroissance qui soient imposées. Mais il ne faut pas être trop strict non plus dans ces conditions de décroissance parce qu'on risquerait d'éliminer toutes les solutions ou trop de solutions intéressantes. De la même manière, en gravitation, on devra mettre des conditions limites qui au moins contiennent Schwarzschild et Kerr. Sinon, c'est un peu vide la discussion. Bien, donc ça, en mettant ces conditions-ci, c'est garanti ce que je viens, donc c'est fait. Donc je vais vous dire aussi A0 et pi0. Bon, alors pi0, comme de toute façon, en vertu des équations du mouvement, il doit être nul, je peux supposer qu'il décroît aussi vite que je veux à l'infini. Bon, il se fait que ce n'est pas nécessaire d'imposer trop, donc je pense que... je ne l'ai même pas écrit ici. On va supposer que c'est en 1 sur R carré. Je pourrais être plus strict, peu importe, mais comme ça, c'est... même peut-être 1 sur R cube, je ne sais plus. Ça risque de diverger. Bon, mettons pi bar 0 sur R carré, et à 0, on va demander 1 sur R pour avoir quelque chose qui a une bonne chance d'être invariant relativiste. Et on va imposer, alors ça peut paraître curieux à première vue, mais on va voir que c'est le bon choix, que A bar 0 soit impair. Alors vous allez me dire, mais ça a l'air... c'est pas la même loi que pour... oui, plus une transformation de jauge. Mais bon, en fait, là, je ne dois pas l'écrire explicitement, mais... donc en fait, pas de condition, en d'autres termes, puisque la transformation de jauge pour A0, c'est mu, on peut shifter mu comme on veut. En fait, je pourrais n'imposer aucune condition de parité sur A0, A bar 0, mais alors on constatera que la partie paire de A bar 0 est pure jauge, et donc qu'on peut supposer que c'est antisymétrique. Donc la chose que je voudrais dire maintenant, c'est pourquoi ici j'ai un signe moins alors que là j'ai un signe plus. Donc ça a l'air d'être contradictoire, mais rappelez-vous que la parité ici est reliée à une parité sur l'hyperboloïde. Et l'hyperboloïde, il y avait à la fois S et les angles, que j'avais appelés XA, donc ça c'est θ phi. Et que à la symétrie antipodale,
est aussi associée une réflexion dans le temps. Et comme A0 a un indice temporel, ça change, il y a un signe qui viendra de A0. Donc, c'est ça qui motive le choix, mais si on ne savait rien, si on était, donc on pourrait se dire, soyons agnostiques, on peut voir que la partie paire de A bar 0 disparaît du formalisme, elle est réellement pure jauge inobservable. Et donc pour me simplifier la vie, je l'impose déjà maintenant en anticipant un résultat qu'on peut vérifier indépendamment. Ça simplifie les formules, et donc l'important est d'avoir les idées et pas nécessairement le détail des calculs. Mais le signe moins peut se comprendre parce qu'il faut se rappeler que ces symétries antipodales sont aussi accompagnées d'une symétrie S va en moins S, et donc tout ce qui est et S c'est le temps, et donc c'est comme A0. D'accord ? Alors, je vais écrire parce qu'on en aura besoin, je vais réécrire ces conditions en coordonnées polaires. Je vais les écrire ici parce qu'on en aura besoin, mais j'ai probablement besoin... Oui, ben vous avez ça dans les notes. Hein. Donc ça, on sait que c'est vrai. Donc je vais écrire ces conditions asymptotiques en coordonnées polaires. Donc je vais travailler en coordonnées polaires, je veux dire coordonnées sphériques, hein, R, θ, phi. Alors, il faut juste faire un changement de coordonnées. Hein. Donc, AR va passer encore. Donc, ça décroît comme 1 sur R aussi. Donc là, il n'y a pas de. Donc, ça va être 1 sur R A bar R plus O de R-2. Et A bar R doit être... Bon, alors, en coordonnées cartésiennes, c'est pair, parce que les vecteurs d sur dxi sont envoyés sur moins d sur dxi, mais le vecteur d sur dr est envoyé sur plus d sur dr. Donc ça veut réellement dire que AI dxi, quand j'écris ça en termes de composantes, mais si je vois là informe AI dxi, elle est impaire. Mais donc AR dr doit être impair, donc ceci doit être impair à une transformation de jauge près. Mais si phi dépend que des angles, son gradient va être en 1 sur r carré. Hein, il n'y aura pas de terme en 1 sur r. Donc le gradient étant en 1 sur r carré, ça ne va pas affecter ceci. Donc AR doit être en fait strictement impair. À l'ordre dominant. Hein. Alors pour les angles, alors, quand je passe en coordonnées polaires, bon, c'est un covecteur, donc il y a la matrice jacobienne de la transformation qui apparaît. Et comme je dérive ici, c'est les angles, donc la composante angulaire va être rehaussée d'une puissance de R. Et donc ça va être A bar A plus des termes d'ordre R-1. Hein, parce que apparaît ici dxi sur les angles, θ ou dφ, et donc ça fait apparaître une puissance de R. Et d'où on gagne une puissance de R quand on exprime les choses en coordonnées polaires. Et donc ce qui était en 1 sur R devient d'ordre 1, plus des termes, oui c'est ça, et alors A bar A, lui par contre, va avoir une partie qui est... Oui, je vais supposer aussi, donc juste pour... je vais supposer que je prends une paramétrisation sur la sphère, que j'appelle XA, qui a la propriété que la transformation antipodale, c'est juste pour fixer des idées, sinon la notation devient complexe, que lorsque n va en moins n, XA va en moins XA.
Donc pour θ phi, ce n'est pas comme ça que ça se passe, mais je suppose que je prends une autre paramétrisation telle qu'on ait ça. Donc comme ça me permet d'avoir... Donc les coordonnées angulaires ont une parité déterminée, il y a le signe moins, donc il faut traduire, si on parle en θ phi, il faudra traduire ces formules, mais c'est assez évident. Donc on va demander que A bar A contienne une partie paire, que je vais appeler even, plus le gradient d'une fonction phi, qui elle peut être aussi supposée paire, puisque donc ceci sera la partie impaire. Hein, donc A doit être paire, oui j'ai oublié l'indice A. Là, à l'ordre dominant, A doit être paire à une transformation de jauge près, donc voilà ce que ça donne. Alors pi r, le champ électrique, il est strictement invariant de jauge. Alors oui, il faut que j'explique les puissances qui apparaissent. Donc les moments conjugués, naturellement, donc ça apparaît dans l'intégrale de la partie, donc c'est dt d3x, pi i a point i, etc. Vous voyez que les moments conjugués, ce sont des densités de poids 1, de telle sorte qu'on intègre ici une densité. Donc quand je dis que c'est le champ électrique, on a bien que pi c'est le champ électrique en coordonnées cartésiennes, mais en général ça va être le champ électrique avec un racine de g. Évidemment en coordonnées cartésiennes ça vaut 1, donc on ne le voit pas, mais il y a un poids de densité qui est transporté par les pi. Et c'est important évidemment quand on passe en coordonnées polaires, parce qu'en coordonnées polaires, racine de g contient r carré, et donc il y a les puissances, les décroissances en r, il faut tenir compte de ça lorsqu'on les écrit. Donc du coup, pi r, donc le champ électrique radial va comme 1 sur r carré, mais si je regarde le moment conjugué et composante radiale, ça va être d'ordre 1. Donc j'écris ça pi bar r plus ordre de r moins 1. Et pi bar r, donc les composantes cartésiennes sont impaires, et donc la composante radiale va être paire. Et puis pour les composantes angulaires, alors là à nouveau il y a deux choses qui jouent. À nouveau il y a un poids de densité pour la partie angulaire, mais il y a aussi, et cette fois-ci ça va être la matrice jacobienne inverse qui apparaît, qui fait passer des coordonnées cartésiennes aux coordonnées angulaires. Donc je vais récupérer une puissance de r carré, mais je vais aussi avoir une puissance de 1 sur r qui vient de la matrice jacobienne. Au total, je ne récupère qu'une puissance de r, ce qui veut dire que pi a va décroître comme 1 sur r, plus des termes d'ordre r-2, et pi bar a, lui, va être impair. Donc ça, c'est exactement les conditions écrites là-bas en coordonnées cartésienne, réécrite ici en coordonnées polaires, ce qui est plus commode parce qu'on va étudier des intégrales sur la sphère, donc c'est plus commode de travailler en coordonnées sphériques. Et qu'est-ce que je dois encore vous dire? Donc je vais peut-être réécrire à 0, bon, lui donc étant 1 sur r à barre 0, que je peux supposer impair, un plus des termes d'ordre 1 sur r carré. Et pi 0, oui, en fait, je n'ai pas été très précis. Ah, je l'ai effacé. Oui, quand j'ai écrit pi 0 sur r carré, en fait, en coordonnées cartésiennes, c'est R4. Pi 0 a un poids de densité, donc un racine de g, quand je vais réécrire la même chose en coordonnées polaires, et c'est là que c'est en 1 sur r carré. Bon, mais comme de toute façon, on peut supposer qu'il décroît aussi vite qu'on veut, hein, c'est juste pour fixer les idées.
D'accord, donc voilà mes conditions aux limites avec lesquelles je vais travailler. Je vous ai écrit l'action. On va étudier les propriétés d'invariance de cette action, mais d'abord, je vais quand même vérifier une chose, c'est que l'action est finie. Alors, je vous ai dit, on impose ces conditions de parité pour que le terme cinétique dans l'action, donc PQ point, je vais réécrire. Donc, on va s'intéresser au terme cinétique dans l'action, dt d3x, pi i à point i, plus pi 0 à point 0, terme cinétique. C'est ce qu'on appelle parfois le terme cinétique en formalisme hamiltonien. C'est l'équivalent de ces PQ points, PIQ point I. Je vous ai dit, on impose ces conditions de parité pour que la divergence logarithmique soit absente. Mais là, je viens de relâcher les conditions de parité. Je dis, je l'impose sur les Q, non pas une parité stricte, mais une parité à une transformation de jauge près. Alors là, je n'aurai plus l'argument que je multiplie une fonction paire par une fonction impaire, parce que je vais avoir une contribution qui a l'autre parité, mais qui est un gradient. Et il faut voir si la contribution qui a l'autre parité et qui est un gradient est bien nulle. Donc là, il y a une chose à vérifier. Alors, on va regarder d'où peut venir la difficulté. C'est que, donc à l'ordre dominant ici, je vais obtenir pi di de phi. Mais vous voyez que ceci, je peux le réécrire comme di de pi de phi moins di pi phi. Alors quand j'intègre, il y a un phi point sans doute. C'est la partie cinétique. Quand j'intègre, bon, ceci va se transformer en un terme de surface. C'est en 1 sur r carré, donc ça va me donner une intégrale de surface non nulle, mais finie. Donc ça ne va pas me poser de difficulté. Par contre ici, je vais avoir le même problème qu'il y a potentiellement, quand j'intègre sur tout le volume, il y a une intégrale, une divergence logarithmique. Et donc pour tuer cette divergence logarithmique, on va imposer en fait que la contrainte décroisse plus vite que sa décroissance naturelle. Sa décroissance naturelle en coordonnées cartésiennes, c'est 1 sur r cube, puisque ça c'est 1 sur r carré, c'est 1 sur r cube. On retrouve l'intégrale de 1 sur r cube, ça me donne une divergence logarithmique. Donc ce qu'on va demander, c'est que di pi décroisse comme 1 sur r4. Et ça ne tue aucune solution, puisque pour toutes les solutions physiques, di pi est égal à 0. Bon, donc, en fait, on a une liberté là qu'on peut choisir. Donc on va renforcer ces conditions asymptotiques en demandant que la divergence du champ électrique décroisse à un ordre plus vite que ce que naïvement ceci implique. Donc on renforce les conditions limites. Mais on les renforce dans un sens qui n'est pas très contraignant, puisque le champ électrique doit être à divergence nulle. Et s'il y a des sources, ces sources sont à support compact, donc le membre de gauche de la loi de Gauss sera nul quand on tend vers l'infini. Donc, au fond, on peut se le permettre, et on peut montrer qu'en faisant ça, on élimine effectivement la divergence logarithmique. Donc, on a le droit de relâcher un peu les conditions de parité, de demander que ce soit parité à un gradient près, pour autant que la contrainte soit, qu'on définisse l'espace des phases en disant on ne considère des moments conjugués qui décroissent comme ça, mais qui en plus obéissent à l'ordre dominant à la contrainte, qui en fait c'est très simple, elle va juste dire que la divergence du champ pi bar a est égale à 0. Si on fait le calcul, on peut montrer que la partie radiale ne va pas contribuer, parce que quand je prends le gradient par rapport à r de pi r, je vais obtenir quelque chose qui décroît naturellement plus rapidement que ce qu'on pourrait... on pourrait dire que c'est en 1 sur r, non, ça va être en 1 sur r carré quand je prends la dérivée radiale. Donc effectivement, la partie radiale ne va pas jouer ici dedans, et on va obtenir que pi bar a doit décroître comme ceci, mais en plus, il faut que les coefficients pi bar θ et pi bar phi soient liés par cette relation. Bien. Alors ceci étant dit, donc qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent?
on a une action qui dépend de variables d'espace des phases, les A mu et les pi mu. Il y a des contraintes. Et on a donné des conditions limites qui donnent un sens à cette action, c'est-à-dire que cette action est finie pour toutes les configurations qui obéissent aux conditions limites qu'on s'est données. Donc on a un problème variationnel bien défini. Alors, ce que je voudrais faire maintenant, c'est, parce qu'on va voir que c'est non trivial, c'est examiner l'invariance de Poincaré de la théorie. Et je vais vous montrer que l'invariance de Poincaré de la théorie, avec ces conditions aux limites un peu inhabituelles qu'on s'est données, où les choses ne sont pas strictement paires ou impaires, mais il y a la possibilité d'avoir un gradient, elle n'est pas automatique. Et on va devoir faire quelque chose. On va voir que la variance de Poincaré de la théorie n'est pas garantie, en ce sens que je vais vous écrire les transformations des champs sous Poincaré, et on va voir que ce n'est pas une transformation canonique. Donc ce n'est pas une transformation canonique, ça ne préserve pas la partie cinétique de l'action. Ça ne préserve pas la partie cinétique de l'action, ça ne préserve pas l'action, ce n'est pas une symétrie. Donc on va examiner ce problème maintenant. Et je vois que je dois quand même faire attention au temps. Donc je ne vais peut-être pas être... je vais surtout insister sur les idées plutôt que sur le détail des calculs, qui peut se trouver dans des références que je vous ai données. Donc il y a des références mentionnées sur la page du cours, sur le site du Collège de France, et dans ces références notamment contiennent des références sur le cas électromagnétique, et donc le détail des calculs s'y trouve. Comme le détail des calculs s'y trouve, ça me permet de ne pas passer trop de temps à réécrire des formules longues et qui prennent beaucoup de temps ici au tableau. Donc je vais vous dire quel est le problème. Donc, une transformation en hamiltonien est une symétrie si elle préserve l'action. Enfin, c'est toujours. Donc, une transformation est une symétrie. Donc, quand j'utilise le terme symétrie, ça veut dire que ça laisse l'action invariante. Et donc, en particulier, ça doit laisser la partie cinétique invariante. Et la partie cinétique, comme vous le savez, donc je rappelle les choses du formalisme hamiltonien. Donc, la partie cinétique, c'est PI, Q.I. Et en fait, ça me définit dans l'espace des phases une informe. Et si j'en prends la dérivée extérieure dans l'espace des phases, que je vais appeler oméga, c'est une 2 forme. Donc je suis en coordonnées canoniques ici, donc il n'y a pas de subtilité de ce point de vue-là. La 2 forme dpi dqi. Alors qu'est-ce que c'est une transformation canonique ? C'est une transformation qui laisse cette 2 forme. Donc cette 2 forme, elle porte un nom, c'est la 2 forme symplectique. Qu'est-ce que c'est une transformation canonique ? C'est une transformation qui laisse cette 2 forme invariante. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'elle laisse cette 2 forme invariante ? Ça veut dire que je me donne un champ de vecteurs dans l'espace des phases, appelons-le QI d sur dQi plus PI d sur dPi. Eh bien, on demande que la dérivée de l'I de oméga, pardon, le long du champ de vecteurs de oméga soit égal à 0. Ça veut dire que la forme est invariante. Et puisque la dérivée de l'I, comme la forme est, oui, d oméga par construction est égale à 0, puisque d c'est la dérivée extérieure de PI dQi, donc c'est une forme fermée, de même exacte. Sa dérivée de l'I, alors il y a une formule générale qui dit que la dérivée de l'I, c'est la contraction intérieure par le vecteur x fois d plus d fois la contraction intérieure par x de oméga. Donc ça, c'est une formule qui est vraie en général. Pour oméga, elle donne ceci. Et comme oméga est fermé, ceci est nul. Donc c'est d, i, contraction intérieure de oméga par x. Et donc demander que la dérivée de l'I soit nulle, ça revient à demander que d de ix oméga soit égal à 0, ce qui veut dire
que la contraction intérieure par x de oméga doit être le d de quelque chose, va être le d de quelque chose. Et en fait, c'est moins la fonction, donc ceci c'est une informe, donc en fait c'est comme ça que ça va être moins la fonction génératrice de la transformation. Donc ça c'est du formalisme hamiltonien, un bref rappel. Donc on a une forme symplectique, bon, comme en plus je suis en coordonnées canoniques de Darboux, PQ, donc oméga c'est dp dq. Voilà ce que ceci me donne. Et si vous transcrivez tout ça en coordonnées, vous allez voir que en fait QI va être d de Q de cette fonction sur dpi et pi, donc les formules bien connues, moins d de cette fonction sur dqi. Donc cette formule-ci, c'est en fait la formule que vous connaissez bien, qui donne la transformation des coordonnées et des moments conjugués sous une transformation canonique de générateur Q grand X. Et vous retrouvez, donc le champ de vecteurs sera un champ de vecteurs hamiltonien, pour reprendre la terminologie symplectique, s'il préserve la forme symplectique, et un champ de vecteurs hamiltonien, on peut lui associer un générateur, et on a ces formules-ci. D'accord ? Donc ça, c'est formalisme hamiltonien général. On va se poser la question pour les transformations de Lorentz, de Poincaré. Donc, j'ai une théorie, je peux écrire les transformations de Poincaré des champs, et je peux me poser la question, est-ce que ces transformations de Poincaré me définissent un champ de vecteurs hamiltonien ? Et la réponse est non. La réponse est qu'avec l'action que je vous ai écrite, et la partie cinétique en particulier de l'action que je vous ai écrite, si vous écrivez les transformations de Poincaré et de Lorentz, vous verrez que la partie cinétique n'est pas invariante. Donc je vais peut-être, comme je vous ai dit, je ne vais pas faire le calcul, mais je vais quand même écrire suffisamment de choses pour que les choses soient claires. Donc si j'écris oméga pour donc la forme symplectique pour ma théorie de champ, c'est l'intégrale des 3x. Alors oui, ici, comme vous voyez, j'ai une dérivée extérieure dans l'espace des phases. Mais si je travaille dans l'espace-temps, j'ai aussi une dérivée extérieure d'espace. Pour distinguer les deux, donc la dérivée extérieure dans l'espace des phases, je vais l'appeler dv, en fait c'est comme vertical. Donc en fait, c'est la dérivée extérieure dans l'espace des champs électriques et du potentiel vecteur. Donc ma forme symplectique, elle a cette expression-ci, hein, qui vient de la partie cinétique qui était standard. On a par construction que la dérivée extérieure de oméga, c'est 0. Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est considérer les champs de vecteurs dans l'espace des phases, donc des AI, PI, Pi0 à 0, correspondant aux transformations de Poincaré. Donc, sous Poincaré, donc si je vous donne, donc ça va être, si je vous donne un champ de vecteurs d'espace-temps correspondant à une transformation de Poincaré, ben, le potentiel vecteur se transforme selon c'est une transformation, ça peut être vu comme une transformation de coordonnées, ça va être la dérivée de l'I dA mu. Hein, donc par exemple, pour AI, si je prends des transformations de Poincaré, peut-être je suis un tout petit peu plus explicite, donc je vais prendre une notation qui est peut-être plus connue. Donc en fait, les Poincaré, rappel sur Poincaré aussi, après avoir fait rappel sur bref rappel sur le formalisme hamiltonien. Donc les transformations de Poincaré, il y a les transformations de Lorentz homogènes, à savoir
les rotations d'espace et les... Donc je vais appeler le champ de vecteurs le plus général correspondant à une transformation de Poincaré. Écrivons ça comme ça. Il va y avoir une partie qui contient les transformations de Lorentz propres. Donc on va à certaines combinaisons linéaires des transformations de Lorentz propres, xi d sur dx0 plus x0 d sur dxi. Puis il y a les rotations d'espace paramétrisées par un paramètre antisymétrique. Donc la contraction des indices se fait à l'aide de delta ij ici. Hein. Et puis, on a les translations. Que je vais baptiser comme ceci, qui sont c'est des constantes, c'est constant, mais antisymétrique, c'est constant. Donc ça, c'est les transformations de Lorentz propres, infinitésimales. Ça, c'est les rotations infinitésimales, les translations de temps, les translations d'espace. Alors, sous ce champ de vecteurs, la manière dont le champ électrique et le potentiel vecteur se transforment, c'est sous dérivée de Lie. Donc, par exemple, sous cette transformation-ci, la manière dont donc delta, zeta, si je puis dire, de AI, ça va être la dérivée de Lie le long du champ de vecteurs qui est là, de AI. Hein. Et ainsi de suite pour toutes les variables hamiltoniennes. Donc je peux écrire une loi de transformation. J'ai donc des transformations infinitésimales dans mon espace des phases. Je les ai et je peux regarder si ça préserve la forme symplectique. J'injecte ça. Je calcule la dérivée de Lie selon ces transformations de l'espace des phases. Donc j'en écris la première, d'oméga, et je me pose la question, est-ce que... Donc zeta est associé à un champ de vecteurs dans l'espace des phases, que je vais peut-être appeler x zeta, et je peux me poser la question, est-ce que la dérivée de Lie dans l'espace des phases, donc selon ce champ de vecteurs associé aux transformations de Poincaré, est égale à 0? Si c'est égal à 0, ça veut dire que c'est une transformation canonique et que ça préserve la forme symplectique. Et que ça préservera en partie aussi la partie cinétique de l'action. Et donc, c'est une condition nécessaire pour que ce soit une symétrie. Et la réponse, c'est non. Et en fait, le problème vient des transformations de Lorentz propres. On peut montrer que toutes ces transformations-ci définissent de braves transformations canoniques, ça laisse la forme symplectique invariante, mais que les transformations de Lorentz propres, boost, ne laissent pas la forme symplectique invariante. Donc alors les boosts, c'est parfois commode de les paramétriser de la manière suivante. Donc je vais regarder que le premier terme, parce que le deuxième, vous voyez que soit je peux le rendre nul en me plaçant sur l'hypersurface aux des conditions initiales x0 égale à 0, mais il est aussi du même ordre que ce terme-ci. Donc je peux aussi l'absorber, à un instant donné, je peux toujours l'absorber ici dedans. Donc la partie qui est délicate et difficile à manipuler, c'est celle-ci. Elle est difficile à manipuler parce qu'elle croît à l'infini, comme xi, comme r. Celle-ci, le coefficient reste constant à un instant donné, donc ça ne pose pas de problème. Donc la partie délicate, c'est ceci. Et ça, je vais paramétriser. Donc c'est une fonction des... Donc ça, je peux l'écrire comme bi ni fois r, où ni est la normale, et bi ni, je vais l'appeler b. Donc j'ai une fonction des angles fois r fois d sur dx0. Donc vous voyez, le coefficient des transformations de Lorentz propres croît comme r à l'infini, et c'est une des difficultés. Et vous savez aussi, et en fait on a déjà parlé de la description des transformations de Poincaré et de Lorentz en coordonnées polaires la semaine passée ou la semaine déjà d'avant, où on a vu que sur la sphère, les transformations de Lorentz propres me définissaient des vecteurs de Killing conformes. Et en fait, ces vecteurs de Killing conformes ont B comme
dérive de B, c'est donné par le gradient de B, et B, c'est donc les harmoniques sphériques L égale 1 sur la sphère. Ben oui, L égale 1 parce que ça vient de XI. Hein. NI, c'est la représentation L égale 1 du groupe de rotation, vectoriel du groupe de rotation. Bien, alors ceci étant dit, donc je ne vais pas faire le calcul, mais si vous calculez la variation de la forme symplectique sous une transformation de Poincaré, vous obtenez quelque chose qui est différent de 0 pour les transformations, pour les transformations de Lorentz propres. Alors c'est différent de 0, mais c'est juste donné par un terme de surface à l'infini. Donc c'est presque nul, mais ce n'est pas nul. Et si vous faites le calcul, en fait, pour les transformations de Lorentz propres, vous allez obtenir comme résultat que c'est égal. Donc le calcul, c'est direct, hein, il suffit de substituer, c'est fait dans les références que je vous ai données. Vous avez un terme de surface à l'infini, sur la sphère à l'infini, donc ça c'est l'intégrale des θ défis. Puis vous avez l'élément de surface sur la sphère à l'infini, donc j'appelle la métrique sur la sphère à l'infini, sur la sphère unité, pardon, gamma bar AB, donc il n'y a pas de R, hein, c'est la sphère unité. dV de A bar R, dérivée covariante sur la sphère de B dV de A bar A, donc je vous l'écris juste pour vous montrer que ce n'est pas égal à 0, donc on fait le calcul et voilà ce qu'on obtient. Et ces choses-là ne sont pas nulles, même si on utilise les conditions de parité. A bar 0 est impair, par exemple, mais pi bar R est pair, et B est impair, et donc j'ai une fonction paire que j'intègre, donc c'est non nul. Idem, ici, vous pouvez voir qu'il y a une partie paire et impair, mais donc comme il y a une partie paire, qui en général n'est pas nulle, ça reste là. Et donc c'est différent de 0. Et donc la conclusion, c'est que les transformations de Poincaré ne sont pas des transformations canoniques avec les conditions aux limites qu'on s'est données, parce que la variation de la forme symplectique n'est pas nulle, mais donnée par un terme de surface non nul. Et la manière dont on règle cette difficulté, c'est simplement en modifiant la forme symplectique par un terme de surface. Et le terme de surface qu'il faut mettre, c'est un terme de surface dont la variation, enfin, dont la dérivée de l'I va précisément compenser ce qui vient d'ici. Alors il se fait qu'on peut le faire, donc il existe un terme de surface tel que lorsqu'on calcule sa transformation sous les transformations de Lorentz propres, il me donne exactement ceci au signe près, et en fait, le voici, ce terme de surface, dV A bar R, dV, produit extérieur, dV A bar 0. Donc la logique, alors on peut démontrer qu'une fois qu'on a fait ça, Lx de oméga, la dérivée de l'I de oméga, c'est égal à 0. Donc ceci est compensé. Et donc y compris pour les transformations de Lorentz propres. Donc on voit que les conditions limites plus souples qu'on s'est imposées, c'est-à-dire où les choses ne sont pas nécessairement paires ou impaires strictement, mais à un gradient près, sont incompatibles avec les transformations de Poincaré, en ce sens que les transformations de Poincaré ne sont pas des symétries, sauf si on modifie en même temps la forme symplectique. Et on va voir que c'est une modification bienvenue. Donc en fait, ça va nous permettre de faire le lien avec l'infini de genre lumière. Et donc, mais avant de faire le lien avec l'infini de genre lumière, je voudrais vous montrer comment calculer les générateurs des transformations de jauge. Donc, je vais montrer que les transformations de jauge sont aussi des transformations canoniques. Et je vais vous montrer comment calculer les générateurs des transformations de jauge. Et on va voir que la présence du terme de surface dans la forme symplectique rend le calcul un peu plus subtil. Et je terminerai avec ça aujourd'hui. Et donc, comme je n'ai pas reproduit explicitement tous les calculs, je vous demande, est-ce que les choses sont claires, en tout cas dans leur cheminement logique. Donc, l'idée, c'est qu'avec ces conditions limites,
je répète, hein, la dérivée de Lie, donc la variation sous point carré de la forme symplectique n'est pas nulle. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des transformations de point carré qui ne sont pas des transformations canoniques, à savoir, en fait, dans ce cas-ci, les boosts. On peut montrer que toutes les autres transformations préservent bien la forme symplectique. Mais la variation de la forme symplectique elle n'est pas tout à fait. La partie volume est nulle. Donc ça, c'est bon. Mais c'est juste un terme de surface qui apparaît, qui n'est pas égal à 0 avec nos conditions limites. Mais comme c'est un terme de surface, on peut, disons, remédier à la situation en modifiant la forme symplectique par un terme de surface. Et quand on fait ça, les transformations de Poincaré sont toutes des transformations canoniques, et en particulier possèdent un générateur. Donc, je parlerai du générateur la semaine prochaine, donc je terminerai la semaine prochaine ce que je voulais dire sur l'électromagnétisme. Mais plutôt que de parler du générateur des transformations de Poincaré maintenant, je vais parler du générateur des transformations de jauge, pour vous montrer comment ces termes supplémentaires dans la forme symplectique introduisent des choses intéressantes. Rappelez-vous, parmi les transformations de jauge, il y a d'abord, il y avait, je vais les écrire, delta epsilon mu de AI, c'est égal à di epsilon. Delta epsilon mu à 0, c'est mu. Et puis les autres variables canoniques ne se transforment pas. Donc ce qu'on va calculer, c'est I epsilon, par exemple, prenons la première transformation de jauge, de oméga. Donc je calcule la transformation de, puisque je vais calculer ceci, rappelez-vous, donc il faut que la dérivée de Lie de oméga soit nulle, donc il faut que dv de I epsilon oméga soit égal à 0, mais donc ça veut dire que, et le générateur est donné alors par moins dv, ce que je vais appeler G de epsilon. Si je regarde d'abord epsilon. C'est le calcul à faire. Donc, si je regarde la manière dont la forme symplectique, donc je calcule la contraction intérieure de oméga avec le champ de vecteurs dans l'espace des phases défini par ceci, vous voyez qu'il n'y a que AI qui contribuera. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens I, la contraction intérieure de oméga avec I epsilon. Bon, ça passe à travers ceci, donc il y a un signe moins. Donc, je vais avoir moins l'intégrale d3x dv pi I di epsilon. Alors ça ne varie pas. Alors là, vous allez dire, normalement, je devrais m'attendre au gradient par rapport à R de epsilon, mais epsilon est d'ordre 1, et donc son gradient va être d'ordre 1 sur R carré, et ça ne va pas affecter à barre R. Donc à l'ordre dominant, AR est invariant sous cette transformation, donc à barre R ne se transforme pas, et à barre 0 ne se transforme pas. Bon, on regardera ce qui se passe pour à barre 0 après, lorsque mu sera différent de 0, mais je regarde la partie epsilon. Donc voilà ce que j'obtiens. Et donc, bon, le d de ça, c'est clairement 0 parce que d carré est égal à 0. Et le epsilon ne dépend pas des variables q et p. Donc, c'est un paramètre. Donc, dv de epsilon, c'est égal à 0. C'est le dv dans l'espace des phases. Donc, ceci est bien fermé, c'est même exact, parce que je peux écrire ceci comme moins dv de l'intégrale d3x pi di epsilon. Et j'ai envie de le réécrire de manière légèrement différente. C'est moins dv l'intégrale sur d3x de... donc je vais intégrer par partie. Donc je vais avoir di qui va me donner... Je vais avoir une intégrale de surface d2. Et donc c'est radial, donc c'est pi r epsilon moins l'intégrale d3x de la contrainte. J'ai envie de le réécrire comme ça. Donc vous voyez que le générateur, d'après les règles de cette transformation de jauge, c'est une combinaison linéaire de la contrainte avec le paramètre de jauge, comme on avait dit, plus un terme de surface
donné par le flux du champ électrique, mais avec epsilon qui est une fonction des angles. Hein. Donc si epsilon était une constante, le mode 0, c'est la charge totale. Mais epsilon peut être une fonction de θ et de phi. Mais la seule partie intéressante de epsilon, c'est la partie paire, puisque πr est paire. Donc la seule partie relevante, c'est paire. Donc vous voyez apparaître la chose suivante. On voit que les transformations de jauge où epsilon tend vers une constante, paire, sont des transformations de jauge dont le générateur est non nul, puisque lorsque la contrainte est satisfaite, bien sûr, ce terme-là est nul, mais il restera le flux à l'infini. Et les conditions limites sont telles, bon, πr est d'ordre 1, donc quand j'intègre, j'ai quelque chose, j'ai effacé les conditions limites, mais donc ça c'était d'ordre 1, ça c'est d'ordre 1, j'ai une intégrale non nulle, paire par paire. Et donc je vois apparaître des transformations de jauge impropres paramétrisées par une fonction paire sur la sphère. Et parmi ces transformations-là, il y a les transformations de phase globale où epsilon serait une constante, mais je peux avoir un epsilon qui dépend des angles. Alors refaisons le même calcul pour l'autre transformation de jauge, celle avec mu. Donc je calcule la contraction intérieure, disons, pour la transformation associée à mu de oméga. Donc dans ce cas-là, il n'y a que A0 qui se transforme. Donc j'ai un terme qui vient de là, moins d3x dv pi 0 fois mu. Et puis j'ai moins une intégrale de surface, et là, A bar 0 va se transformer, d2x, racine de gamma bar, alors ça avec un signe plus, puisque je dois passer au-dessus de dvr, fois mu, valeur asymptotique, donc je vais mettre mu bar. Oui, ici c'est la valeur asymptotique qui va jouer, hein, à l'ordre 1. L'ordre 1 sur r de epsilon ne contribue pas. Hein. Et c'est pi bar r aussi. Hein, le premier terme dans le développement. Et ça, on voit, ben, c'est bien le dv de quelque chose. On va mettre un signe moins pour respecter les conventions. De d3x pi 0 fois mu, moins l'intégrale d2x, racine de gamma bar, A bar r, fois mu bar. Et donc, vous voyez que, à nouveau, cette transformation ici est une transformation canonique, et son générateur est ce qui apparaît ici. Et ce générateur est proportionnel à l'autre contrainte, pi 0. Mais il y a aussi un terme de surface qui vient. Et un terme de surface qui vient parce qu'on a une structure symplectique non triviale qui a été modifiée par ce terme de surface. Donc, sans cette modification de la structure symplectique, on n'aurait pas ce terme en plus, mais on a dû la modifier, on a donc ce terme en plus, qui en général sera non nul. En tout cas, lorsque mu bar est impair. Pourquoi ? Parce qu'on a vu que A bar R était impair, donc seule la partie impaire de mu bar va contribuer. Quand mu bar est pair, ce terme de surface est nul, c'est une transformation de jauge propre. Mais lorsque mu bar est non nul et impair, ce terme-ci est en général non nul, et donc va me définir une transformation de jauge impropre, puisque quand les contraintes sont satisfaites, le terme de volume est égal à 0, comme ici, donc c'est très semblable, mais le terme de surface n'est pas nul. Il y a un certain flux non nul, et on voit qu'on a comme paramètre décrivant les transformations de jauge impropres, une fonction paire associée à la première ou à la contrainte G de Gauss, et une fonction impaire associée à la contrainte pi 0 égale à 0. Je montrerai la semaine prochaine, je pensais avoir le temps cette semaine-ci, mais ce n'est pas en une minute que je vais le faire, que ces deux fonctions en fait se combinent pour former une seule fonction sur la sphère qui n'a pas de parité particulière, mais qui est exactement la fonction sur la sphère que les gens étudiant les propriétés asymptotiques de l'électromagnétisme à l'infini de genre lumière ont rencontré. Donc ces fonctions se combinent pour former cette fonction qui apparaît à l'infini de genre lumière. Donc je vais arrêter là-dessus. Donc s'il y a des questions, elles sont les bienvenues, comme d'habitude. Et sinon, donc la leçon d'aujourd'hui est terminée et nous avons après la pause un séminaire
donné par notre séminariste qui vient d'arriver. Voilà. Bonjour, Juan. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, à tout à l'heure pour le séminaire. Voilà, merci.